Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le petit monde de la réduction des risques. On est le 26 juin et depuis 1987, c'est une journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Il y a donc plein de politiciens et même le pape qui sortent leur plus beau discours à cette date pour dire à quel point les drogues sont dangereuses et à quel point il faut les combattre. Les stupéfiants sont au cœur des difficultés que nous avons. Alors, je veux ici passer un message à la responsabilité collective, et pardon de le dire en des termes qui sont assez directs. Mais on ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stupes, et glorifier la consommation récréative des stupéfiants. S'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients. Bon, c'est un peu ronflant tout ça et on a l'habitude d'entendre exactement la même chose chaque année. Du coup, on va plutôt s'inscrire à la contre-soirée organisée par un mouvement qui s'intéresse réellement à la santé des gens et à leur bien-être. En 2013, un groupement international d'associations a lancé le mouvement du support Don't Punish, en réponse aux politiques nationales et internationales qui criminalisent l'usage de drogue. Et c'est le 26 juin que ça tombe. Sacré hasard, hein? Les conséquences sont désastreuses partout où la pénalisation de l'usage de drogue est appliquée, d'un point de vue social, sanitaire et sécuritaire. Et pourtant, la plupart des gouvernements, notamment en France, persistent dans la répression, tout en présentant ça comme une manière de lutter contre les addictions et les dégâts provoqués par les drogues. Les faits scientifiques donnent très largement tort à ce type de politique, mais ne sont pas du tout écoutés. La France est même plutôt balèze pour se démarquer en matière de répression. Encore aujourd'hui, consommer peut valoir une amende très salée, une garde à vue et même jusqu'à 1 an de prison. Et bien sûr, tout ceci ne prend pas en compte la violence avec laquelle l'interpellation peut se faire, les propos déshumanisants, la contrainte physique, le mépris, le jugement. Difficile de considérer tout ça comme une façon de préserver la santé des personnes. Environ 20% des prisonniers en France le sont pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. La majorité de ces personnes sont condamnées pour trafic. Les personnes simplement consommatrices, elles, reçoivent dans 72% des cas une amende. Et pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui on ne va pas en prison pour un simple usage, bah c'est faux. 6,1% des personnes ayant comparu devant le tribunal pour usage ont été condamnées à de la prison. Et pour info, seulement 15% de ces condamnations avaient une infraction connexe, comme le vol ou une agression. Curieusement, malgré la répression, la France est un pays où la consommation est relativement élevée. Elle est même en tête en Europe sur la consommation de cannabis au cours de la vie, et dans la fourchette haute concernant la cocaïne. On a des chiffres régulièrement apportés par l'OFDT, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et quand on compile un peu ces chiffres, des différentes consos licites et illicites, on constate rapidement que des millions de personnes consomment toutes sortes de drogues en France. Bien sûr, on n'oublie pas qu'il existe beaucoup de polyconsommation, mais si on prend le plus petit dénominateur commun, on constate une très grande proportion de consommateurs et consommatrices uniques. Lorsqu'on écoute ce qu'ont à dire les personnes concernées et les différents acteurs médico-sociaux, on comprend que la prise en charge des personnes lorsqu'elle est nécessaire est largement insuffisante, notamment dès qu'il s'agit d'addiction. Manque de temps médical, moyens insuffisants en termes de financement, manque de reconnaissance du travail effectué par les acteurs communautaires sur le terrain. Bref, le modèle imposé par la loi de 1970 est très largement un échec. C'est un échec cuisant. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Autant d'un point de vue purement répressif, la drogue circule toujours et les trafiquants continuent de s'entretuer, que d'un point de vue sanitaire. Les personnes souffrant d'addiction n'ont que peu de possibilités de prise en charge, les XAPA sont sous-dotés, le stigma et la répression éloignent du système de soins. Enfin, je vous cache pas que c'est un peu la merde, quoi. On pourrait s'arrêter à ce constat très simple et exiger une refonte totale du système. Mais c'est quelque chose qui est déjà fait depuis longtemps et rien ne bouge vraiment. En fait, la situation se durcit, les discours sont de plus en plus culpabilisants, les mesures sécuritaires supplantent de loin les mesures sanitaires, les gouvernements qui se suivent et se ressemblent s'acharnent à assimiler l'image du consommateur à celle du trafiquant. Et dès qu'il s'agit de drogue illicite, plus aucune nuance n'est autorisée. Alors comment faire? Comment faire prendre conscience aux gens que, quoi qu'ils pensent des drogues et des drogués, l'approche choisie depuis plus de 50 ans ne fonctionne pas, et qu'aller encore plus loin dans le sens de la répression et de la criminalisation n'apportera aucun bénéfice à l'échelle de la société. Un pays comme les Philippines nous le démontre clairement depuis longtemps. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. Pire encore, comment faire comprendre que cette politique est une vaste mascarade et ce depuis des décennies, autant pour les personnes qui ne consomment pas que pour nous autres, et que l'argent du contribuable est gaspillé dans la répression. Dans les 400 millions, juste sur 2019, si on fait un rapide calcul à partir des données de l'OFDT. Près de 2 milliards en 2024 si on se réfère à Médecins du Monde. C'est un sujet complexe et il y a énormément d'angles possibles pour l'aborder. Aujourd'hui, vous et moi, on va essayer de reprendre un peu le fil de l'histoire, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, ou tout du moins voir comment. On va aussi s'intéresser à l'évolution de la réduction des risques plus récemment, parce qu'on a de bonnes raisons de s'inquiéter sur l'avenir de ce mouvement en France et dans le monde. On va tenter de comprendre ensemble comment on en est venu à criminaliser des comportements vieux comme le monde, et qui touchent à un principe fondamental des libertés individuelles, à savoir disposer de son corps comme bon nous semble. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo pour expliquer pourquoi il vaut mieux soutenir et ne pas punir.
Quand on raconte une histoire, ou l'histoire avec un grand H, le point de départ choisi est toujours un peu arbitraire. On peut vouloir choisir le point qui nous allégera un peu de nos responsabilités, ou en choisir un pour alourdir celle des autres, ou tout simplement chercher une certaine beauté narrative. On peut aussi vouloir édulcorer un peu les choses, tout ça c'est du storytelling. On peut évidemment vouloir être le plus objectif possible et vraiment présenter toutes les infos, mais être exhaustif c'est très compliqué, voire impossible, et ça prend du temps. Et ça intéresse pas forcément beaucoup de gens. Le point précis qu'on choisira pour démarrer notre narratif sera toujours un choix incomplet, subjectif et plutôt partial. Mais bon, faut bien démarrer quelque part. L'histoire de la guerre contre les drogues, ou War on Drugs, n'échappe pas à ce principe. Et aujourd'hui j'ai choisi une approche différente de celle dont on a l'habitude. J'ai pas voulu partir de Nixon ou même de la loi de 70 en France. Ce sont des points de départ intéressants pour comprendre notre situation actuelle, mais un historien, Pierre Caquet, nous en propose un autre dans son livre Opium's Orphans. Pour cet historien, la version moderne de la prohibition, donc celle que l'on vit actuellement, ne remonte pas à 50 ou même 100 ans, mais plutôt à 200 ans environ. Le point de départ qu'il a choisi, c'est les années juste avant les guerres de l'opium, qui avaient pour but d'imposer le commerce d'opium à la Chine. Et les Occidentaux ont réussi pendant un temps. Mais pourquoi une guerre pour la drogue serait un point de départ valable de la guerre contre les drogues? Ça paraît peut-être paradoxal, mais je trouve que le raisonnement se tient. La cour impériale chinoise avait interdit la cultivation, le commerce et la consommation d'opium sur son territoire à partir de 1813. Bien qu'un texte daté déjà de 1729, il n'était pas trop appliqué. Et on peut lire dans son livre que les marchands étrangers qui importaient l'opium en Chine étaient conscients de son statut d'article illicite, ce qui suggère qu'une certaine répression était peut-être appliquée dans les provinces côtières à la fin du XVIIIe siècle. La première poursuite judiciaire documentée en vertu de l'édit de 1729 n'a toutefois eu lieu qu'en 1806. À partir de cette date, une série de cas de contrebande ont alerté l'empereur sur la progression de la drogue à l'intérieur de la Chine. Une accusation pour contrebande et raffinage a été portée sur l'île de Haitan en 1806, et deux autres poursuites provinciales ont attiré l'attention de Pékin entre 1808 et 1810. Une autre affaire, datée de 1811, confronta les autorités à la pratique de fumer l'opium sous sa forme pure, sans le mélanger à du tabac, comme c'était la coutume jusqu'alors. En 1810, les sentinelles à l'une des portes de la cité interdite avaient arrêté un jeune homme qui tentait de faire passer en contrebande un ensemble de pipes à opium. Et en 1813, ce sont les gardes eux-mêmes qui furent pris en flagrant délit avec des pipes. L'empereur réagit enfin en promulguant une nouvelle série de lois draconiennes. Contrairement aux mesures précédentes, celles-ci étaient très larges et conçues pour durer. Elles allaient également avoir un impact profond à l'étranger. L'opium de Chine provenait de l'Inde coloniale, et les marchands chargés de le transporter à Canton battaient pavillon britannique. La prise de conscience par les Chinois que l'opium est produit outre-mer incita l'empereur, après avoir tout essayé, à s'attaquer à la chaîne d'approvisionnement étrangère de la drogue. Les marchands pouvaient toutefois compter sur le soutien de la marine la plus puissante du monde, et dépendaient des réflexes agressifs d'une nation de plus en plus affirmée. L'interdiction de l'opium avait mis la Chine des Qing sur une trajectoire de collision avec l'Empire britannique. Le commerce de l'opium a été imposé à la Chine qui souhaitait l'interdire déjà depuis longtemps, et les puissances coloniales ont d'abord réussi. Mais ce commerce était devenu trop compliqué à maintenir sur le plan moral, entrant dans le collimateur des ligues chrétiennes de tempérance, notamment du côté américain, et la voie de la guerre ayant trop entaché ce commerce aux yeux du grand public. Alexandre Marchand, un autre historien, nous en dit un peu plus sur cette période. Le commerce des produits stupéfiants n'avait au départ rien de criminel. Au XIXe siècle, il se situait au contraire au cœur des économies coloniales. Les métropoles avaient veillé à établir des monopoles commerciaux sur leur culture, leur production et leur vente, qu'il s'agisse des Français avec le kiff au Maghreb ou avec l'opium en Indochine, des Anglais avec l'opium en Inde ou encore des Néerlandais avec la cocaïne de Java, en Indonésie. Les Britanniques firent même la guerre par deux fois à l'Empire du Milieu, entre 1839 et 1842 d'abord, entre 1856 et 1860 ensuite, pour ouvrir de force le marché chinois à l'opium qu'ils produisaient dans les colonies indiennes. Dans le monde occidental, de nombreux médicaments étaient à base de substances stupéfiantes comme le laudanum, qui contenait de l'opium, si prisé de Charles Baudelaire. Pourtant, vers la fin du siècle, le discours médical commença à distinguer l'usage médical du non médical, et à sensibiliser le grand public aux ravages de la toxicomanie, en raison de la multiplication de cas d'addiction iatrogène, dont les femmes de la haute société devenues morphinées offraient un sinistre exemple. Je coupe la citation d'Alexandre Marchand ici, mais j'y reviens juste après parce qu'une précision s'impose. En réalité, comme me l'a justement fait remarquer Zoé Dubus, historienne spécialisée dans le lien entre psychotropes et médecine du 19e siècle à nos jours, la multiplication de cas d'addiction est surtout une impression plus qu'un fait. Zoé a montré dans un papier de 2023 qu'en France, de 1876 à 1913, seulement 480 personnes ont été qualifiées de morphinomanes dans la littérature médicale française. Allez, on peut continuer avec la citation. De même, les ravages de l'opiumanie en Chine furent dénoncés par des ligues de vertu anglo-américaines, qui imposèrent progressivement l'idée d'une réglementation internationale. Le discours anti-drogue allait devenir un poncif des discours nationalistes et communistes chinois, pour dénoncer le poison que l'Occident aurait inoculé afin d'asservir la population. L'idée d'une prohibition s'imposa ainsi à la Belle Époque, pour enfanter le système de contrôle international du commerce licite de stupéfiants. Une première réunion, très formelle, intervint à Shanghai en 1909, entre les différents pays concernés pour élaborer le meilleur contrôle de l'économie des stupéfiants. Elle ne fut guère suivie d'effet.
L'acte officiel de naissance de la prohibition internationale fut donc plutôt la conférence de La Haye, qui se tint à la charnière des années 1911-1912. La convention qui y fut adoptée devint la matrice de toutes les réglementations internationales et de bon nombre de lois nationales. Harrison Act aux États-Unis en 1914, loi de 1916 en France, même si plusieurs pays l'embinèrent pour démanteler leurs fructueux monopoles coloniaux. On peut donc constater que cet épisode de guerre pour imposer le commerce de l'opium à la Chine s'est retourné entre guillemets contre les puissances coloniales qui en avaient le monopole dans leurs colonies. Ils ont fini par être moralement obligés de cesser le commerce et ont donc perdu énormément d'argent. Cette période historique peut être considérée comme une sorte d'ancêtre commun aux politiques prohibitionnistes modernes, notamment en France et aux États-Unis. Mais c'est intéressant de regarder les deux contextes de manière séparée. On voit déjà avec les travaux de ces historiens que se limiter dans la chronologie à Nixon ou Reagan n'est pas vraiment suffisant dans notre compréhension de l'évolution de la logique prohibitionniste qui persiste encore aujourd'hui dans le monde. Aux États-Unis d'ailleurs, ils n'ont pas attendu ces deux lascars pour combattre les drogues. Eisenhower avait déjà eu l'idée avant eux en 1954 et la machine était lancée bien avant les années 50. Et tout le monde connaît l'épisode de la prohibition de l'alcool, tant il a été utilisé à de nombreuses reprises dans le cinéma notamment. Et qu'il est un point de départ assez évident dès qu'il s'agit de considérer l'histoire du crime organisé américain qui n'existait pas avant cette prohibition. Le Volstead Act, qui a déclenché la prohibition de l'alcool aux États-Unis, dura de 1919 à 1933, et Harry Anslinger dirigea l'ancêtre de la DEA pendant plus de 30 ans, de 1930 à 1962. On ne peut donc que constater que la guerre contre les drogues ne date pas du tout des années 70. Et au-delà de la chronologie américaine, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est surtout le fondement raciste et religieux sur lequel repose cette guerre. Plusieurs articles et vidéos à propos de la War on Drugs relaient très souvent une citation que l'on prête à John Ehrlichman, conseiller en politique intérieure de Richard Nixon. La campagne de Nixon en 1968 et le mandat de Nixon ensuite à la Maison-Blanche avaient deux ennemis, la gauche pacifiste et les Noirs. Vous comprenez ce que je dis? Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être contre la guerre ou d'être noir, mais en faisant en sorte que le public associe les hippies avec le cannabis et les Noirs avec l'héroïne, et en criminalisant les deux très lourdement, nous pouvions déchirer ces communautés. Nous pouvions arrêter leurs leaders, faire des descentes dans leurs maisons, interrompre leurs meetings et les calomnier jour après jour aux journaux télé du soir. Savions-nous que nous mentions sur les drogues? Bien sûr. En réalité, on ne sait pas s'il a vraiment dit ça. Pour autant, on sait depuis longtemps que les conséquences de la War on Drugs aux États-Unis ont surtout pesé sur les Noirs, comme l'a mis en évidence la criminologue Mona Lynch. Et la différence de traitement entre Noirs et Blancs n'a aucune raison d'être si ce n'est le fait que les États-Unis sont un système profondément raciste. Et c'est loin d'être le seul pays avec un tel système, notamment lorsqu'on observe l'histoire coloniale des pays occidentaux. Les Noirs ne vendent ni ne consomment pas plus que les Blancs. Il y a un biais important dans les contrôles et dans la vision de la police dès qu'il s'agit de repérer de potentiels délinquants. Et la War on Drugs n'a fait qu'accentuer les conséquences de ce biais xénophobe. Une vidéo de Fulloscopy permet d'ailleurs d'aborder ce sujet et nous montre que c'est pas simple de corriger un biais raciste qui provoque un biais d'échantillonnage qui alimente le biais raciste dont il provient. Ce cercle vicieux est d'autant plus compliqué à briser du simple fait qu'il dure depuis très longtemps et que beaucoup de personnes sont désormais convaincues que si on trouve plus de crimes dans une certaine population, c'est uniquement parce qu'elle en produit plus, et pas parce qu'on surveille surtout cette population et pas les autres. Peu importe donc que la citation d'Ehrlichman soit vraie ou non, ce n'est pas sur elle que repose la légitimité de notre opposition à cette prohibition et à ses conséquences. C'est sur les faits, et uniquement les faits, que se base notre argumentaire contre elle et la répression qui l'accompagne. Le journaliste Tom Felling a écrit dans son livre que le blâme est au cœur de la War on Drugs. Et je pense qu'il a parfaitement raison encore aujourd'hui, et que cela a toujours été le cas. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif principal. Comme le laisse entendre la citation supposée de John Ehrlichman, combattre les drogues et les drogués est plus un moyen qu'une fin en soi. Agiter l'épouvantail de la toxicomanie, de l'addiction dès le 1er juin, du LSD qui rend tout le monde schizophrène, c'est une stratégie politique qui n'a aucune intention d'améliorer la santé publique. De la même manière que le racisme est un carburant à de nombreuses politiques, la toxicophobie en est un autre, parfois complémentaire. Et le réel objectif des politiciens n'est pas, à mon humble avis, simplement de la méchanceté et une haine profonde d'une partie de la population, bien qu'il ne manque ni de l'un ni de l'autre. C'est surtout un moyen de gagner du pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Désigner un ennemi commun est une stratégie particulièrement efficace sur le plan politique, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, pour unir un peuple face à une menace plus grande que lui par exemple. Tom Felling nous partage dans son livre un échange qu'il a eu avec un ancien conseiller juridique du Congrès américain.
Malgré la quasi-invisibilité des personnes addictes, la presse et les politiciens ont continué à exploiter la peur populaire des drogues pour mobiliser une chasse aux sorcières contre ceux qu'ils jugeaient indésirables. Les lois anti-marijuana ont été adoptées pendant la Grande Dépression, lorsqu'une sécheresse massive dans les États du Dust Bowl a provoqué une migration interne vers la Californie, m'a expliqué Eric Sterling, ancien conseiller juridique du Congrès. La Californie était espagnole depuis le XVIe siècle jusqu'aux années 1840, lorsque les États-Unis s'en sont emparés après la découverte de l'or. Un nouveau récit a été construit dans lequel les Californiens étaient en quelque sorte des étrangers, consommant une drogue étrangère qui les rendait meurtriers. Les journaux ont répété des affirmations non fondées selon lesquelles l'herbe meurtrière poussait ses consommateurs, en particulier les Mexicains, à commettre des actes de violence terribles, notamment contre les femmes anglo-saxonnes. Harry G. Anslinger, premier directeur du Bureau américain des stupéfiants, affirmait que le cannabis fait croire aux Noirs qu'ils sont aussi bons que les Blancs. Dans un contexte de ruée vers les terres, la diabolisation des consommateurs de marijuana par la presse servait à justifier le vol et l'emprisonnement des hispanophones à travers la Californie. Comme le soulignait Eric Sterling, il était jugé préférable d'employer les bons chrétiens blancs qui ont fui la Grande Dépression pour venir en Californie, car ils ont besoin de travail. Les personnes ont été expropriées, dépossédées de tous leurs biens et violentées du simple fait qu'elles étaient identifiées comme étrangères et consommatrices de psychotropes. Les terres peuvent avoir énormément de valeur, plus que ce que pourrait rapporter le trafic de drogue. Une analyse de Guadalupe Correa Cabrera, chercheuse en géopolitique, nous permet d'approfondir le lien qui peut être fait entre la war on drugs et les terres convoitées par des industriels, au Mexique notamment. Pour elle, cette guerre prend dans ce pays la forme d'une guerre pour les terres et les ressources qu'elle renferme. Elle rapporte dans son livre une théorie très sérieuse qui explique que les cartels mexicains existeraient, entre autres, pour servir indirectement les intérêts d'industriels qui cherchent à s'approprier des terres riches en ressources au sein du pays. Dans le livre où elle présente ses recherches, elle décrit un pays militarisé considéré comme État en danger de défaillance par les États-Unis, qui utilise cet argument pour mener des ingérences. C'est une stratégie néocoloniale pour mettre la main sur des ressources naturelles, chose qui serait impossible dans un État stable sans groupe paramilitaire dans le genre des cartels. Mais même si cette théorie mérite d'être encore approfondie et critiquée, il reste vrai que des entreprises privées profitent directement de cette guerre, notamment l'industrie américaine de l'énergie grâce aux hydrocarbures, mais aussi des sociétés de sécurité privées. On peut notamment lire dans le travail de Correa Cabrera que Cockcroft affirme que la guerre contre la drogue au Mexique a servi de prétexte à la militarisation du pays. Ces événements empêcheraient la montée de l'opposition mexicaine, ce qui permettrait en même temps aux entreprises américaines d'exercer un contrôle accru sur le pétrole, les minerais, l'uranium, l'eau, la biodiversité et la main-d'œuvre immigrée du Mexique. Ce qui améliorerait les chances des États-Unis de renforcer leur sécurité énergétique et représenterait une nouvelle phase de l'impérialisme contemporain. Pour le professeur Alfredo Ralifer Ramé, ce qui est réellement en jeu dans la guerre au Mexique, c'est le contrôle des ressources pétrolières. Il affirme que lorsque les États-Unis auront accès au pétrole mexicain, la terrible violence générée par cette guerre, qui favorise le pillage des ressources naturelles et semble nécessiter une intervention, prendra fin. Il décrit cela comme une conséquence de la voracité des États-Unis, qui savent désormais que le pétrole a atteint son pic et deviendra une ressource rare. Par conséquent, pour que les États-Unis conservent leur statut d'empire, ils doivent s'assurer un large accès au pétrole restant dans le monde. Mais ce sujet des terres, du néocolonialisme, de la militarisation d'un pays pour combattre les drogues, ça ne suscite pas beaucoup d'analyses journalistiques. Et quand elles existent, elles ne profitent pas de la portée médiatique qu'il leur faudrait. On n'entend pas plus les médias classiques sur comment la cocaïne a permis aux États-Unis de financer une guerre civile en Amérique centrale, et comment cette même cocaïne s'est retrouvée sous forme de crack, tout particulièrement dans les quartiers majoritairement habités par des Afro-Américains. Les Américains ne se sont jamais privés d'influencer les politiques internes des autres pays. C'est une stratégie impérialiste qui n'a d'objectif que l'intérêt géopolitique des Américains. Ils ont largement et sans surprise influencé les politiques de nombreux pays en matière de drogue. La France n'y a pas échappé, notamment en utilisant leur influence au niveau des Nations Unies et leur puissance économique. Et dans mes recherches sur le sujet, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Tout ce que nous voyons dans la sphère publique, ce sont les victimes. C'est comme si notre seule image des buveurs était celle d'un sans-abri allongé dans un caniveau en train de boire du gin pur. Cette impression est ensuite renforcée par toute la puissance de l'État. Par exemple, en 1995, l'Organisation mondiale de la santé a mené une vaste étude scientifique sur la cocaïne et ses effets. Elle a découvert que l'usage expérimental et occasionnel est de loin le type d'usage le plus courant, et que l'usage compulsif dysfonctionnel est beaucoup moins fréquent. Le gouvernement américain a menacé de couper le financement de l'OMS s'il ne supprimait pas le rapport. Il n'a jamais été publié. Nous savons ce qu'il dit uniquement parce qu'il a fait l'objet d'une fuite. Cet extrait du livre de Johanna Reed datant un peu et les sources étant encore intérieures à celui-ci, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver la source primaire. J'ai pas pu la consulter tout de suite. Sur Reddit, il y a 16 ans, cette information n'a semble-t-il pas été débunkée, et bien qu'elle n'ait pas plu à tout le monde, elle paraissait alors pas fausse. Après avoir cherché plusieurs jours le fameux papier, puisque tous les vieux liens étaient morts, j'ai fini par demander sur le subreddit Ask Drugs, où une âme charitable a su m'orienter vers ce que je cherchais. Un article de journal m'a alors permis de trouver le fameux papier banni. Sûrement la source la plus compliquée à trouver jusqu'ici dans le projet Drugs, mais indispensable pour comprendre toute la logique de la guerre contre la drogue. Laissez-moi vous partager un extrait très parlant de l'article qui cite le rapport banni.
Presque dès que le dossier d'information a commencé à circuler dans les couloirs de l'ONU, les responsables américains ont pesé de tout leur poids pour empêcher la publication de l'étude. Le gouvernement des États-Unis a été surpris de constater que le dossier semblait défendre les utilisations positives de la cocaïne, a répondu Neil Boyer, le représentant des États-Unis à la 48e réunion de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. Il a déclaré que le programme de l'OMS sur la toxicomanie allait dans la mauvaise direction et sapait les efforts de la communauté internationale pour éradiquer la culture et la production illégale de coca. Il a dénoncé les preuves du soutien de l'OMS au programme de réduction des risques et l'association antérieure de l'OMS avec des organisations qui soutenaient la légalisation des drogues. Puis vint une menace claire. Si les activités de l'OMS relatives aux drogues ne parviennent pas à renforcer les approches éprouvées de lutte contre la drogue, les fonds destinés aux programmes concernés devraient être réduits. Elle eut l'effet escompté dans la mesure où les résultats du projet sur la cocaïne ne furent jamais publiés. Le dossier d'information avait été une publication prématurée des résultats sommaires, avant que les résultats complets de la recherche ne soient passés par le processus habituel de révision et d'édition approfondie. Cependant, en raison de l'agitation, aucun accord n'a pu être trouvé sur la liste des pairs examinateurs, de sorte que le processus n'a jamais été achevé. Des années de travail et des centaines de pages de faits et d'informations précieuses sur la coca et la cocaïne par plus de 40 chercheurs ont, en fait, été brûlés. Bref, on pourrait même parler de savoir populaire dès qu'il s'agit de l'interventionnisme agressif des Américains. Il y a beaucoup de travaux journalistiques à ce sujet. Malgré le fait qu'on aimerait bien faire porter le chapeau aux Américains pour tous nos malheurs, ça serait pratique, je vous l'accorde. On va voir ensemble que la France est quand même très autonome dès qu'il s'agit d'adopter une politique répressive et autoritariste. En France, on pourrait choisir la loi de 1970 comme point de départ à l'histoire de la prohibition. Certaines personnes, bien renseignées, parleront même du supposé déclencheur de cette loi, à savoir le décès de Martine, 17 ans, à Bandol en 69 suite à une injection d'héroïne. On peut aussi penser à la façon dont une telle loi permettait au gouvernement de criminaliser le mouvement de mai 68, en associant les étudiants à des hippies fumeurs de joint et consommateurs de LSD. Et on peut même y raccorder la campagne médiatique de diabolisation du LSD de 1966. Mais s'arrêter à cette courte période pour expliquer la loi de 1970, ce serait oublier les lois qui ont été promulguées en France, en 1916 par exemple. Le deuxième article de cette loi nous dit, il y a plus de 100 ans déjà, que seront punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de ces règlements concernant les stupéfiants tels que opium brut et officinal, extrait d'opium, morphine et autres alcaloïdes de l'opium, à l'exception de la codéine, de leur sel et de leurs dérivés, cocaïne, ses sels et dérivés, hashish et ses préparations. Mais on voit surtout au tout début de cette loi qu'elle vient modifier une loi encore plus vieille, datant du 19 juillet 1845. Bref, en France, il y a déjà une logique de répression et de contrôle bien avant 70 et le décès de Martine. Il y a même un texte qui date de 1800, souvent attribué à Napoléon qui l'aurait édicté en réaction à une tentative d'assassinat envers sa personne. Mais c'est totalement faux. Et d'après l'historien David Gouba, Napoléon n'était même pas au courant de cette mesure prise par le général en chef de l'armée d'Orient. Pour Kamienski et de nombreux autres spécialistes des drogues et de la prohibition, l'interdiction du hashish par Napoléon marque la première loi anti-drogue de l'histoire moderne française et occidentale, et constitue donc une étape importante dans l'histoire des drogues et de la prohibition dans le monde occidental. Cependant, en octobre 1800, Napoléon n'était ni en Égypte, ni n'était le général en chef de l'armée d'Orient qui occupait alors le pays. Frustré par ses revers répétés en Égypte, Napoléon abandonna l'armée d'Orient en août 1799 et partit secrètement pour la France afin d'entamer son ascension fulgurante vers le pouvoir politique. Après le départ de Napoléon, le commandement en Égypte passa à Jean-Baptiste Kléber, l'un des généraux les plus célèbres de l'histoire française, qui contrôla la colonie jusqu'à son assassinat en juin 1800. Par un étudiant kurde d'Alep, nommé Soliman al-Halabi. Après l'assassinat de Kléber, Jacques-François Abdallah Menou, commandant de la division de Rosette, prit la tête de l'armée. Lorsque Abdallah Menou promulgua l'interdiction du hashish en Égypte au début du mois d'octobre 1800, le premier consul Napoléon se trouvait à près de 3200 km de là, à Paris, où il repoussait la célèbre conspiration des poignards, et était préoccupé par une guerre croissante en Europe contre l'Autriche et la deuxième coalition. De plus, une lecture attentive de la correspondance officielle entre Paris et Alexandrie tout au long de l'année 1800 révèle que Napoléon n'a pas été impliqué dans l'interdiction du hashish en Égypte promulguée par Menou en octobre, ni même en a eu connaissance. Dans sa correspondance avec Paris au cours des mois d'août, septembre, octobre et novembre 1800, Menou ne mentionne pas le hashish et, en fait, fait un rapport élogieux au citoyen consul Napoléon, se vantant du moral élevé de l'armée d'Orient et de l'amélioration considérable des conditions de vie. Pourquoi alors ce mythe de l'interdiction du hashish en Égypte par Napoléon est-il apparu et réapparu comme un fait historique pendant si longtemps? Et que nous a-t-il caché sur les circonstances historiques réelles qui ont conduit à cette première mesure de prohibition des drogues dans l'histoire moderne de la France?
Si vous voulez en apprendre plus sur le cannabis spécifiquement, je vous laisse aller jeter un œil à la vidéo de Zoé sur le cannabis médical en France. Je referme cette parenthèse de débunkage historique. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais on ne répétera jamais assez que les lois prohibitionnistes ont un fondement raciste qui permet d'exercer un contrôle légal sur des populations jugées étrangères, alors qu'elles ne le sont même pas forcément. Par exemple, en France, une étude de 2023 a montré que les Noirs étaient contrôlés 3 à 9 fois plus souvent que les Blancs. C'était 3 à 14 fois plus souvent pour les Nord-Africains, les personnes identifiées comme arabes. L'intervalle dépendait notamment de l'endroit où se trouvaient les personnes, avec une prévalence plus importante dans le métro parisien. Et la raison de ces contrôles? Bah, le plus souvent une politique du chiffre dans la police qui pousse les agents à contrôler afin de trouver rapidement des petits délits. Et on peut voir dans le rapport 2024 de la Commission globale de politique en matière de drogue que ce problème est présent dans tous les pays qui participent activement à la war on drugs. Mais comment on arrive à faire accepter à une grande partie de la population une différence de traitement aussi marquée, uniquement basée sur la couleur de peau? Cette instrumentalisation repose sur des préconçus présents dans la population générale et activement alimentée par les politiciens et les médias complices. Dans une intervention au colloque de Mayotte en santé, Benjamin Tubiana-Aré, qui travaille à la Fédération Addiction, a présenté comment les médias participent activement à la stigmatisation des consommateurs et des consommatrices. Juste la question des drogues et des addictions dans la presse, elle passe par des sujets phares. Ces dernières années, on se focalise vraiment l'attention sur quelques petites choses au détriment de tout le reste. En gros, ça va être le crack à Paris, le chemsex, un peu la cocaïne. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la drogue la plus consommée, c'est le cannabis. La drogue illicite la plus consommée, c'est le cannabis. Elle est très peu abordée sous l'angle de la consommation. Quand on en parle, ça va toujours être celui de la sécurité. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Donc voilà. Donc dans ce travail d'observation de la manière dont on parle des consommateurs et des consommations, il y a deux grandes figures qui ont émergé, qui est la victime, si possible repentie, et deux, l'étranger. Alors, pas dans le sens de la personne qui n'est pas française, quoique ça se recouvre un petit peu, mais plutôt dans le sens de la figure de l'altérité. Puis il y en a une troisième qui est plus politique que médiatique, mais je pense qu'il faut l'aborder aussi, c'est la figure du drogué criminel. La presse est sensationnaliste dès qu'il s'agit de traiter le sujet des drogues, et elle associe trop souvent leurs aspects négatifs au quartier populaire, ce qui alimente forcément un biais raciste et xénophobe aux yeux de la population. Benjamin nous partage plusieurs titres parus dans les médias, qui ont pour point commun de dresser un portrait parfaitement négatif des drogues et des expériences de vie des personnes qui les consomment. Et tout cela en ne tenant aucunement compte des statistiques qui démontrent que l'usage de drogue, même de cocaïne, est avant tout non problématique. Rappelez-vous, hein, c'était déjà le cas en 95. Et pendant que les médias, les politiciens et des citoyens lambda alimentent les clichés et les idées nauséabondes sur le sujet des drogues, sans manquer de faire le lien avec l'immigration, hein, sinon c'est pas marrant, c'est du temps et de l'énergie perdus pour des sujets bien plus importants. La gestion des biens communs, l'évolution du climat, les réelles raisons des catastrophes sociales dans des pays moins chanceux que le nôtre. Criminaliser les drogues et les drogués est un outil politique parmi d'autres pour éviter de penser à long terme ou même de penser à certains sujets tout court. C'est un outil qui est ressorti régulièrement pour déployer des écrans de fumée. C'est bien pour ça hein, qu'il n'y a aucune raison que les défenseurs de la war on drugs écoutent les scientifiques qui montrent tous les dégâts causés par cette politique. Elle est en rien basée sur la science. Et le storytelling dans tout ça, c'est une notion importante à connaître hein, pour comprendre comment on construit un imaginaire dans la tête des gens. Aux États-Unis, on voulait faire croire que les Noirs devenaient des surhommes extrêmement dangereux après avoir consommé du cannabis, à tel point que la police sudiste a justifié de passer à un plus gros calibre d'armes à feu pour les stopper avec cet argument. Je vous cite un passage du livre de Johann Hari, où on peut voir le racisme ambiant et complètement décontracté de l'Amérique. À l'approche de l'adoption de la loi Harrison, le New York Times publia un article typique de l'époque. Le titre était « Les démons de la cocaïne noire, nouvelle menace dans le Sud ». Il décrivait un chef de police de Caroline du Nord qui avait été informé qu'un noir jusque-là inoffensif, qu'il connaissait bien, était devenu fou sous l'effet de la cocaïne, et avait tenté de poignarder un commerçant. Sachant qu'il devait tuer cet homme ou être tué lui-même, le chef a sorti son revolver, a dirigé le canon sur le cœur du noir et a tiré, avec l'intention de le tuer rapidement, selon les dires de l'officier. Mais le coup n'a même pas fait vaciller l'homme. À l'époque, la presse affirmait que la cocaïne transformait les noirs en colosses surhumains, capables d'encaisser des balles en plein cœur sans broncher. C'était la raison officielle pour laquelle la police de tout le Sud avait augmenté le calibre de ses armes. Un expert médical l'a dit sans détour. Le nègre cocaïnomane, a-t-il averti, est vraiment difficile à tuer. On retrouve là des stratégies de communication basiques, mais qui suffisent pour façonner l'opinion. On invente une histoire, ou bien on en monte une en épingle. On y ajoute de la peur, et on propose une solution simple et efficace pour expliquer qu'il est encore temps d'éviter le pire. Et boum, on a une mesure complètement disproportionnée à un phénomène dont on ne peut dire s'il s'est vraiment produit. C'est quelque chose qui vous parle ou pas? Une anecdote, une loi, sauf que l'anecdote est inventée pour faciliter le passage de la loi qui était déjà imaginée bien avant l'anecdote en question. Habile, n'est-ce pas? Habile. Ainsi, chaque drogue peut être accompagnée d'une petite histoire hein, qu'on répète en boucle dans les journaux, à la télé, pour convaincre de sa dangerosité et d'à quel point elle menace la société. Le LSD en France n'a pas échappé à ces désinformations sensationnalistes. La folie supposément induite par le LSD est le thème central de toutes les publications françaises de l'époque, tant dans la presse nationale que régionale. Le quotidien régional Sud-Ouest titre ainsi « Le LSD, la drogue qui rend fou ». C'est désormais dans ce cadre conceptuel unique que sera présenté le LSD. La télévision n'est pas en reste.
L'émission 5 colonnes à la une, diffusée sur l'une des deux seules chaînes de l'époque, réalise un documentaire montrant une femme et un homme prenant du LSD. La dose, de 250 microgrammes, est importante. C'est plus de 2 fois celle de base, 100 microgrammes. Ce reportage donne lieu à une présentation sur les substances pendant les actualités Gaumont, diffusée en début de séance au cinéma, titrée « L'enfer du LSD ». En matière de storytelling, il est important de penser à ce qu'un élément déclencheur peut être et à quoi il est associé. Lorsqu'il s'agit d'interdire des drogues, on peut retrouver un schéma qui se répète un peu partout. Une tragédie ou un événement social qui déclenche une émotion si vive qu'elle oblige à vouloir y apporter une réponse forte et rapide. Le décès d'un ou d'une jeune suscitera toujours plus d'émotions que celui d'une personne âgée ayant vécu sa vie. Les récupérations politiques sont largement facilitées par ce genre d'anecdotes. Et ça crée un moment propice à la modification d'une structure juridique. Dans le livre d'Alexandre Marchand, on peut lire en détail sur les mécanismes de la prohibition, de son histoire et de l'évolution de 45 jusqu'à nos jours, enfin jusqu'en 2017. Mais le livre reste complètement valable aujourd'hui. Cet ouvrage est rempli de références particulièrement intéressantes pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On peut d'ailleurs y apprendre que la prohibition d'une marchandise est souvent justifiée par un scandale public qui créait le besoin d'une politique d'urgence. Ce scandale initial peut être un fait divers révélant un acte, un comportement ou un accident inadmissible, et bénéficiant d'une importante médiatisation. Il est ensuite investi par des entrepreneurs de morale, au sens classique de la sociologie de la déviance de Ward Baker, qui le tiennent pour emblématique et révélateur de dysfonctionnements sociaux graves, et en profitent pour se lancer dans une forme de croisade morale. C'est une information qu'on peut regarder sous le prisme de l'anthropologue Éliseo Véron, qui disait notamment que les événements sociaux ne sont pas des objets qui se trouveraient tout faits quelque part dans la réalité, et dont les médias nous feraient connaître après coup les propriétés. Il n'existe que dans l'exacte mesure où ces médias les façonnent. Le principe de base de tout événement médiatisé est qu'il est présenté sous un angle choisi, modifié et nécessairement politique. Il peut être plus ou moins factuel. Certains journalistes font bien leur travail et il faut le saluer dès que c'est le cas. Mais force est de constater que sur les drogues, c'est plus rarement le cas. Tout le monde s'est ému de la mort de Martine, parce que c'était une jeune mineure. Mais en quoi la menacer de prison, d'amende ou l'associer aux trafiquants l'aurait aidé à ne pas mourir d'une surdose d'héroïne? La loi de 70 n'aurait pas sauvé Martine. Elle l'aurait peut-être même mise en prison et l'aurait déclassée socialement. Et aujourd'hui, plutôt que de remettre cette loi en question, le gouvernement veut bêtement serrer la vis encore plus. Le discours a longtemps été qu'interdire les drogues devait permettre de protéger les gens d'eux-mêmes. Mais la solution qui a été trouvée est de les mettre en prison ou de les forcer à se soigner, de les réprimer et de les stigmatiser à longueur de journée. Bref, il fait plus aucun doute que la justification de cette guerre repose sur une logique fallacieuse, dont le seul but est de manipuler l'opinion publique pour pousser à stigmatiser et à opprimer une partie de la population. Et ce, tout en voulant faire croire que c'est pour leur bien, même si c'est de moins en moins le discours qu'on entend. On le voit d'ailleurs avec la façon dont les free parties sont perçus médiatiquement et politiquement. Leurs jeans en disent long sur cette fête, tout comme leurs pare-brise. Elles vont repartir à Bordeaux avec en tête le bruit assourdissant de la techno à fond et des images violentes de l'intervention policière. J'ai vu des femmes se faire mettre des coups de pied, des coups de matraque en boule comme ça par terre, avec juste seulement les gens qui viennent l'aider à essayer d'amortir les coups un petit peu. On s'est pris des lacrymos à bout portant quand même. C'est vrai que ça fait un petit peu peur sur le coup, ça chamboule un peu la journée. Mais bon, on a essayé de rester un maximum pour pas se faire saisir, pour pas que le collectif se fasse saisir le son, puis voilà. Une loi est même en discussion pour pénaliser très durement les personnes qui les organisent et celles qui y participent. Toujours en faisant le lien avec la consommation de drogue. C'est difficile d'interdire aux gens d'organiser des rassemblements festifs dans la forêt ou dans des endroits inutilisés. Mais dès qu'on invoque l'argument de la drogue, tout devient parfaitement possible. Cette guerre prend la forme d'une croisade morale au fondement religieux, où le plaisir est proscrit, mais qui sert en fait des intérêts politiques bien particuliers dont il est difficile de dessiner les contours. C'est un outil utilisé pour atteindre d'autres objectifs que ceux de la santé publique, et qui n'aide pas non plus en matière de sécurité, bien au contraire. Et le rôle des médias dans tout ça est central et largement complice des politiciens conservateurs et réactionnaires. Alors que le rôle des journalistes, quelles que soient leurs opinions politiques, devrait être le partage d'informations vérifiées et utiles à la société, nous sommes de plus en plus dans une permanence de l'anecdote sensationnelle qui monte le moindre petit événement en épingle. Les médias partagent des histoires sans aucune empathie pour les personnes concernées, et dans un but d'audience et de manipulation de l'opinion. On a pu entendre parler pendant des jours, si ce n'est des semaines, du décès de Matthew Perry, après avoir pris de la kétamine, de la conduite meurtrière de Pierre Palmade, après avoir participé à une session de chemsex, ou encore de la descente aux enfers de Lohan. On pourrait continuer longtemps de présenter le travail d'historiens, de journalistes intègres et de criminologues pour comprendre que la guerre contre les drogues repose sur une morale religieuse.
principalement chrétienne, soutenue par des politiques racistes et xénophobes, et facilitée par une désinformation permanente. C'est l'essence même de cette politique qui la rend parfaitement inefficace du point de vue de la santé publique et d'un point de vue sécuritaire, et qui, au contraire, aggrave les situations des personnes souffrant de leur consommation. Je ne saurais pas dire si l'objectif de cette guerre est avant tout raciste ou toxicophobe, ou les deux à la fois, mais force est de constater que c'est une politique violente qui va à l'encontre des valeurs de notre Constitution, qui marginalise, qui fragilise la cohésion sociale et qui éloigne les gens de l'accès aux soins quand ils en ont besoin. Cette politique ne défend pas la liberté, n'est aucunement empreinte de fraternité et repose sur un traitement inégal des personnes. Mais une chose est sûre, il est impossible d'effacer un comportement aussi vieux et ancré dans l'humanité. C'est perdu d'avance et de toute façon, c'est pas particulièrement souhaitable. La date la plus lointaine que j'ai réussi à trouver pour une interdiction de drogue concernant l'opium en Thaïlande, tenez-vous bien, c'était en 1360. Oui, il y a presque 700 ans. Et est-ce que la consommation de drogue a disparu en Thaïlande pour autant? Eh ben non, dans ce pays, 39% des 15-24 ans consomment des drogues illicites. Bon, c'est important maintenant de s'intéresser aux réponses apportées à cette prohibition. Dans le projet Drugs, on s'implique dans la réduction des risques. C'est une approche qui accepte l'usage de drogue et qui propose des outils et des solutions pragmatiques aux risques et aux dangers, en se basant sur des données scientifiques et expérientielles. En gros, ça veut dire qu'on est contre la répression, la pénalisation, et qu'on reste conscient que la consommation peut comporter des risques que l'on sait réduire. Sans oublier la dimension plaisir associée à l'usage qui est la plupart du temps non problématique, je le rappelle. C'est une façon de voir les choses qui chatouille beaucoup les croisés de la guerre contre les drogues, notamment du côté du ministère de l'Intérieur. Celui-ci impose d'ailleurs depuis un moment sa vision au ministère de la Santé, qui n'a quasiment aucune marge de manœuvre et pas d'autonomie en ce qui concerne les psychotropes. Et je m'en suis très clairement ouvert à Bruno Retailleau, puisque je suis loyal avec le ministre de l'Intérieur. Nous sommes dans le même gouvernement, nous travaillons ensemble, notamment sur des sujets comme le narcotrafic, lui sur le versant répression et moi prochainement sur le versant prévention. Je suis loyal au ministre de l'Intérieur. Malgré la vision biaisée du gouvernement sur la réduction des risques, c'est une approche qui obtient de vrais résultats en matière de santé publique, et même en termes de sécurité. En fait, considérer les gens comme des humains, ne pas les stigmatiser, ne pas les insulter toute la journée à la télé, et considérer leur expérience de vie avec une réelle empathie, en fait ça les aide. Qui aurait pu prédire? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les actions et les dispositifs de réduction des risques ont dû s'optimiser depuis toujours dans la contrainte permanente et le manque de visibilité à long terme. Rien n'est acquis encore aujourd'hui et il est nécessaire qu'on défende activement nos positions. Au départ sans cadre légal clair et protecteur, le mouvement de la réduction des risques a fini par imposer un certain nombre de façons de concevoir l'usage et de l'accompagner. Lors de l'épidémie de VIH qui a commencé dans les années 80, l'association AIDS expérimentait la distribution de seringues propres aux personnes injectrices, pour lutter contre la propagation du virus. Le dogme de l'abstinence était parfaitement inefficient, l'épidémie n'a pas eu de mal à continuer sa propagation face à lui. Et ce n'est qu'en mai 1987, et non sans réaction politique et populaire, que la vente libre de seringues en pharmacie a été autorisée, après que le travail associatif communautaire ait démontré l'efficacité de la distribution. Et qu'en l'absence de mesures sanitaires, les chiffres liés à l'épidémie grandissaient de jour en jour. Pour autant, c'est vraiment en 1995 qu'est légalisée la distribution de seringues par les associations, et que l'État affiche un soutien officiel aux projets associatifs s'inscrivant dans la réduction des risques. La France souffre d'une inertie énorme entre le moment où les preuves de l'efficacité d'une mesure sont produites et le moment où on permet vraiment de les concrétiser sur le terrain. La Grande-Bretagne a eu beaucoup moins de mal à accepter l'approche pragmatique de la réduction des risques. Elle autorise même la prescription d'héroïne dite médicalisée depuis 1926, bien que la méthadone reste a priori privilégiée dans une logique de substitution. La Suisse fait pareil, et autorise même l'usage de psychédéliques dans un cadre médical sous certaines conditions. En 1992, ce sont les ancêtres des carudes qui commencent à voir le jour. Les boutiques, comme on les appelait, servaient à accueillir et à aller vers les personnes les plus en difficulté, pour leur apporter principalement un soutien social et des soins essentiels.
Et c'est 13 ans plus tard que, en 2005, ces structures obtiennent une reconnaissance officielle d'établissements médico-sociaux, leur donnant plus de moyens. On peut aussi parler de l'analyse de drogue et de l'accompagnement à l'injection, deux projets initiés par Médecins du Monde en France et qui font maintenant partie intégrante de la réduction des risques institutionnels et communautaires. L'analyse de drogue développée à partir de 1999 est aujourd'hui un outil extrêmement important et utile dans l'approche de réduction des risques, qui se décline sous de nombreuses formes, avec de nombreux moyens différents. En milieu festif, en maraude, directement en CARUD, ou carrément dans des laboratoires tout équipés et investis par des militants et militantes très bien formés. Aujourd'hui, on peut même faire appel à des services à distance pour les personnes les plus éloignées de tout ce système, ou simplement pour celles et ceux qui souhaiteraient conserver leur anonymat. Certains considèrent ce genre de service comme un simple contrôle qualité, et bien que ça soit pas complètement faux, s'arrêter à cette appellation est une grave erreur. Il a été démontré maintes fois que connaître la nature réelle du produit, de ses éventuelles coupes et impuretés, permet aux personnes d'être plus vigilantes, voire parfois de ne même pas consommer suite à un résultat inattendu. De plus, les analyses sont accompagnées de conseils, de discussions et d'échanges autour des pratiques, des dosages, tous les trucs basiques pour réduire les risques. Et on peut affirmer aujourd'hui que l'analyse aide réellement à préserver la santé des personnes. Et c'est pas un avis personnel, c'est un constat basé sur des données scientifiques. Les scientifiques Venant de partout dans le monde. Et il existe d'autres services à distance, notamment grâce à Safe, qui propose du matériel, un accompagnement et une écoute, que les personnes ne trouvent pas forcément près de chez elles pour diverses raisons. Et il y a même du libre service dans certaines villes, qui prend l'apparence d'automates, distributeurs de matériel d'injection notamment. Pour l'accompagnement à l'injection, même constat que pour l'analyse. Médecins du Monde a lancé son projet Airly en 2010, qui a ensuite évolué en Airly, et qui est mis en place dans différentes structures, notamment les CARUD. Des espaces propres et dignes sont proposés aux personnes souhaitant s'injecter à moindre risque. Mais aujourd'hui, les associations qui proposent ce dispositif se voient menacées de fermeture administrative par l'État. Et le constat est le même que pour l'analyse, des données scientifiques valident l'approche, des personnes sont accompagnées dans un parcours de soins lorsque c'est nécessaire, on évite des surdoses et des infections graves, c'est tout bénef pour tout le monde. Mais l'État serre la vis et ne regarde même pas les preuves. Et si l'argument que vous privilégiez est le coût économique porté par la société, c'est clairement plus rentable pour tout le monde de faire ça plutôt que les passages aux urgences, les décès et les affections longue durée. On arrive maintenant à un sujet d'actualité que je ne pouvais pas laisser de côté et qui est vraiment important pour tout le monde, même pour les personnes qui ne consomment pas. Je veux vous parler de la pérennisation des salles de consommation, que certains médias qualifient encore injustement de salles de shoot et qui ont comme appellation officielle halte soins addiction. C'est un peu compliqué de choisir par où commencer pour aborder ce sujet. Il vous aura pas échappé qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui tend vers une politique de plus en plus répressive sur à peu près tous les sujets où on peut s'y attendre, avec des politiciens qui font du pied à l'extrême droite pour pas trop perdre de voix aux futures élections. Durcissement de la répression contre les consommateurs et consommatrices, discours de plus en plus tranchés et discriminants envers les personnes migrantes et les Français issus de l'immigration, les musulmans aussi prennent pour leur grade, on a même les écolos qui se font taxer de terroristes quand ils vont protester contre des mesures catastrophiques pour l'environnement, comme le retour des néonicotinoïdes. Du coup, forcément, dans ce contexte politique, on a un gouvernement très réticent au fait de pérenniser des endroits où les gens peuvent venir consommer en toute sécurité, accompagnés par du personnel paramédical et soutenus par des travailleurs sociaux. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est à juste titre paradoxal, parce que l'usage étant interdit, pourquoi on l'autoriserait dans ces endroits-là, financés par de l'argent public en plus? Mais ça, c'est parce que pour eux, il faut maintenir la pénalisation et la répression, et même les renforcer. Alors que pour nous, il faudrait au grand minimum dépénaliser. Mais vous avez sans doute remarqué que depuis quelque temps, on est passé à un discours qui assimile les simples consommateurs aux trafiquants armés de Kalachnikov. Il n'est pas prévu dans l'agenda du gouvernement de dépénaliser, c'est même tout l'inverse. Bon, Yannick Noder, le cannabis, pas de légalisation, même encadrée. Ah non. Alors là, c'est très clair, ma position est très claire. Le cannabis, c'est presque 5 millions de Français qui ont un usage, je dirais pas quotidien, mais qui qui consomment du cannabis au moins une fois par an. Donc, il est hors de question de légaliser le cannabis. Même à des fins personnelles. Mais, alors attendez, à des fins personnelles, bien entendu. Donc, je croyais que vous alliez me parler du cannabis thérapeutique. Je vais vous en parler. Sujet. Mais le cannabis, pourquoi je suis absolument contre? Parce que déjà, ça trouble les messages. On est contre les drogues d'une façon générale. Le ministre de l'Intérieur mène une campagne sur le narcotrafic. Nous mènerons une campagne dans le cadre notamment aussi de la santé mentale sur l'addictologie aux drogues. On sait très bien que l'utilisation de cannabis en fait a complètement changé des époques 68 et autres, et que c'est un passage maintenant pour des drogues beaucoup plus dures avec de la cocaïne, de l'héroïne. Les impacts sur la santé, notamment des plus jeunes cardiovasculaires, on voit des infarctus avec
des drogues, on voit des impacts neurologiques, des démences, des troubles psychosociaux majeurs accentués. Donc il est hors de question de favoriser. D'ailleurs, tous les pays qui l'ont fait se mordent les doigts, puisque notamment le Canada, les États-Unis ont vu l'augmentation de la consommation et ont vu les impacts sur la santé particulièrement se majorer. Il est donc logique qu'on s'inquiète puisque la fin de l'expérimentation est le 31 décembre 2025. Un rapport doit encore être remis pour que le gouvernement se positionne, alors qu'il existe déjà des rapports et des données scientifiques françaises sur les salles de consommation, et que ce type de dispositif à l'étranger a fait ses preuves à de nombreuses reprises déjà. Il n'y a pas d'exception française en la matière. Pour rappel, l'expérimentation dure depuis 2016. Et toutes les preuves de l'efficacité du dispositif qui s'accumulent depuis ne suffisent toujours pas à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais le gouvernement actuel n'est pas réputé pour prendre en compte les données apportées par la science, malheureusement. Enfin, sauf si le prochain rapport qui sort nous explique que les HSA sont une très mauvaise chose. Là tout d'un coup, on aura un document brandi par tous les opposants à ce dispositif dès qu'ils auront la parole quelque part. La science peut être instrumentalisée, ne l'oublions pas. Finalement, ils suivent le sens du vent idéologique qui les porte au pouvoir, ni plus ni moins. Médecins du Monde, rejoint par d'autres associations, a d'ailleurs lancé une action en justice contre l'État pour son obstruction dans la mise en place de dispositifs de RDR, comme les HSA. Le dernier exemple en date étant la salle qui devait ouvrir à Marseille. On a carrément une ancienne secrétaire d'État qui se vantait d'avoir bloqué l'installation de la HSA marseillaise. Alors parler d'obstruction, c'est vraiment le minimum. Je reviens à mon premier sujet, la prévention sur les conduites addictives. Ça rejoint aussi le fait que j'avais réussi à stopper l'installation d'une salle de shoot à Marseille. Oui, effectivement, vous vous y êtes opposé. Ça devait être la troisième en France. Eh ben, absolument. Et vous savez opposé. ce que m'ont dit les habitants? C'est des gens normaux comme vous et moi, enfin, je dirais, qui sont là, ils emmènent leurs enfants à l'école. Moi, je pense qu'il faut un accompagnement médicalisé. Il faut que les conduites addictives soient gérées en milieu hospitalier. Donner une seringue à quelqu'un pour aller se droguer, c'est pas faire de la prévention. C'est pas ça la prévention. Parce que, encore une fois, c'est des raccourcis faciles pour ceux qui sont pas confrontés au problème. Donc, non, je ne suis pas favorable du tout à une légalisation quelconque, ni du cannabis, ni de quoi que ce soit, tant qu'on n'aura pas travaillé sur, encore une fois, la prévention et les conduites addictives, parce que consommer de la drogue, vous m'excusez, ça massacre la santé, ça massacre les êtres. On peut d'ailleurs ajouter à ça que depuis 2016, on devrait pouvoir faire de la RDR en prison, mais c'est toujours pas le cas. Il y aurait d'autres choses à dénoncer tant la réduction des risques en tant que philosophie et stratégie sanitaire est de plus en plus attaquée de toutes parts et fondamentalement remise en question, malgré tous les bienfaits sociaux et sanitaires qu'elle apporte. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que les outils les plus efficaces de la réduction des risques sont aujourd'hui fragilisés, soit par une inaction de l'État, soit carrément par une attaque de sa part, notamment au travers des ministères de l'Intérieur et de la Justice, avec un ministre de la Santé qui n'a pas manqué de reprendre leur poncif au dernier congrès de la Fédération Addiction. Je voudrais tout de même rappeler qu'il est également nécessaire d'assumer une politique de fermeté face à l'usage des substances illicites ou à l'usage détourné de produits plus ordinaires. Fermeté rime ici pour moi avec protéger. Oui, il est nécessaire de protéger notre population et en particulier notre jeunesse contre les drogues et toutes les substances addictives et toxiques. Oui, la drogue est un poison qu'il ne faut jamais banaliser. C'était tout bonnement affligeant, hein. Vous l'aurez compris, le mouvement de la réduction des risques est une réponse logique à la prohibition et la répression qui l'accompagne. En tout cas, si on considère être dans une attitude humaniste, fondée sur les connaissances scientifiques et réellement intéressée par la santé publique. Mais bien qu'on ait énormément de preuves historiques, sociologiques, épidémiologiques et bien d'autres encore, il est désormais évident que ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on gagnera face à des politiciens qui n'ont que faire de la méthode scientifique pour construire des politiques publiques. C'est sur le terrain du militantisme politique et du combat d'idées qu'il est le plus important de s'investir désormais. On a accumulé plein de preuves, c'est cool. Maintenant, il faut visibiliser ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait. Bien entendu, il est important de fonder son raisonnement sur des données probantes. Mais on voit bien que se limiter à un discours scientifique ne suffit pas et peut même nous bloquer. Surtout lorsqu'en face, le discours ne suit pas du tout les mêmes règles de rigueur épistémologique. On peut aussi se dire que rester discret nous permet de continuer d'exister. Mais on voit bien dernièrement que même en faisant pas trop de bruit, on est constamment attaqué. Donc chez Drugs, le parti pris qu'on prend, c'est de gueuler, mais de manière constructive. Dans cette logique-là, c'est important d'améliorer la manière de communiquer, d'argumenter et de présenter les faits. Il est aussi important de muscler son esprit critique et de s'entraîner à débattre. Parce que pour convaincre, faut être convaincant. Mais il faut aussi savoir choisir ses combats. Et si vous voulez contribuer à cette lutte pour les droits humains, vous pouvez le faire à votre échelle. Et pourquoi pas commencer avec les personnes autour de vous. Ne laissez pas dire des bêtises sur ces sujets. Ne laissez pas les personnes être racistes ou toxicophobes. Ne les laissez pas penser que l'absence de réponse face à leurs propos indécents vaut pour preuve qu'ils auraient raison de penser comme ça. Chacun et chacune, à notre niveau, on peut agir pour s'opposer à cette guerre contre les drogues et les drogués.
En fait, mon message, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que d'autres fassent le boulot à notre place. Le mouvement de la réduction des risques vient avant tout de l'autosupport. Du coup, il me semble important de rappeler que rien ne doit être fait pour nous, sans nous. Et oui, je m'inclus dans le nous, parce que j'ai pas l'intention de faire semblant de ne pas être comme les personnes dont je parle dans les vidéos ou dans les articles sur drugs. Et aussi parce que je considère qu'il n'y a pas de honte à consommer des psychotropes illicites. Quoi qu'en disent ceux qui croient avoir une morale supérieure à la nôtre. Et puis comme ça, celles et ceux qui avaient des doutes, ils en ont plus. Je souhaite terminer cette vidéo en saluant le travail quotidien effectué par les personnes militantes, salariées comme bénévoles. Malgré les contraintes, le manque de moyens et la dévalorisation permanente venant de tous les côtés, ces militants et militantes sont là pour aider et accompagner des personnes déshumanisées au quotidien. Et c'est vraiment pas facile. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, je pense qu'on peut s'arrêter là et se retrouver une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous paraît bien, vous pouvez laisser des commentaires même, et aller jeter un œil au site si c'est pas déjà fait. Je remercie encore toutes les personnes qui soutiennent le projet et que j'ai rencontrées jusque-là et qui vraiment m'ont donné beaucoup de force. Et vous allez voir, ça va continuer de grandir, on va continuer à faire plein de choses. Et d'ailleurs, hier, on a fondé l'association. Donc d'ici peu, je ferai une communication pour les personnes qui seraient intéressées de rejoindre l'association, qui veulent contribuer d'une manière ou d'une autre. Il y aura toutes les infos plus tard. Je vous fais des bisous, à bientôt et surtout prenez soin de vous.